Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission Booster votre énergie, BVE. Et aujourd'hui, on va parler de médecine vibratoire, de psychologie et énergétique grâce à mon invité qui est Patrick Drouot. Bonjour Patrick. Bonjour Nathalie, bonjour tout le monde. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour cette émission. On est en été, ça fait du bien. Là, j'ai mis un décor de Bretagne où Magnifique, j'habite. magnifique, magnifique. Donc, je vais déjà te présenter un petit peu, puis on va parler de ton nouveau D'accord. livre. Donc, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui te connaissent, mais justement, c'est l'occasion de te faire découvrir encore à un plus grand nombre de personnes. Tu es physicien, tu es diplômé de l'Université de Columbia à New York, tu es spécialiste des sciences cognitives, de l'expérimentation des états de conscience et des thérapies quantiques. Tu as beaucoup vécu à l'étranger, tu as vécu 12 ans aux États-Unis, 9 ans à New York, 3 ans à Chicago, 7 ans au Brésil. Donc tu as bien pu parcourir le monde, mais tu es aussi l'auteur de nombreux livres best-sellers, dont Nous sommes tous immortels ou alors le guide pratique de la cohérence cardiaque. Et aujourd'hui, on est là pour parler de ton nouveau livre, le 11e, et qui s'intitule La révolution de la médecine vibratoire, guérison quantique et thérapie de l'avenir aux éditions. Ah, alors est-ce qu'on le voit bien? Aux éditions Guy Trédaniel. On le voit mieux comme ça. Donc je vous le montre. Ça, c'est les Voilà. effets de l'image de derrière. Voilà. Donc là, on le voit bien. Voilà. Et en plus, en même temps, tu peux le montrer. Donc, Voilà. ça va être notre fil conducteur aujourd'hui. Et en plus, tu l'as aussi écrit en collaboration avec Marie Borel. Donc aujourd'hui, il est sorti fin juin, je crois. C'est vraiment le Oui, verbe. il est tout récent, hein. Il est sorti, son lancement a été le 22 juin, hein, donc il n'y a pas très très longtemps. Donc c'est vrai que dans ce livre, en tant que physicien, j'ai voulu développer une nouvelle vision thérapeutique de l'être humain qui s'appuie sur des concepts tels que la médecine vibratoire et la psychologie énergétique. Donc, j'ai voulu démontrer que les champs d'énergie quantique qui nous enveloppent ont un impact majeur sur notre santé, notre manière de penser, de vivre et surtout de comprendre notre monde d'une manière plus vaste. Et donc, je l'ai dit, et je crois que ce terme, je ne l'ai vu encore nulle part. Il a dit nous sommes des êtres hybrides, c'est-à-dire que nous avons un côté dense, manifesté, visible, avec toutes les fonctions remarquables inhérentes au corps physique, mais nous sommes aussi des structures vibratoires, hein. Et donc, en ce sens, nous sommes des êtres hybrides, un côté visible, un côté non visible, un côté manifesté, un côté non manifesté. Et donc, en fait, ce côté non manifesté, répond à des aspects du probabilisme quantique, hein. Voilà. Voilà. Et donc, c'est vraiment 40 années de recherche, de dizaines de milliers de personnes que tu as pu rencontrer à travers le monde, qui t'ont amené à faire cette synthèse dans ce livre. Donc, qui Oui, est vraiment. Et en plus, ce qui est bien dans ce livre, c'est qu'il y a un grand nombre de cas pratiques, de cas d'expériences que tu as pu vivre avec des personnes et qui sont proposés. Donc, ça permet aussi de se l'approprier et d'expérimenter de chez soi. C'est vrai que c'est bien parce que c'est avec les chapitres, à chaque fois, il y a cette expérimentation pratique qui fait que vous allez pouvoir de chez vous aussi ressentir des choses et c'est vraiment bien. Donc ça, c'est vraiment le petit plus que je veux dire parce que c'est plus qu'un livre où on donne que de la théorie ou des choses, c'est aussi très, très pratique. Et donc, tu vas partir. Oui, vas-y, je te laisse. enfin, je voulais dire, je voulais pas écrire un livre uniquement de théorie parce que les gens, par exemple, qui font du Reiki, les magnétiseurs, les gens qui travaillent sur les phénomènes, on va dire, de guérison quantique, etc. Il y a des aspects qu'ils connaissent, hein, mais j'ai vraiment voulu synthétiser et aller un petit peu plus en avant dans cet aspect
de trois médecines en fait. Hein. Il y a la médecine conventionnelle que tout le monde connaît, qui a un avantage quand même important, parce que je le dis et je le répète, il y a quand même des tas de gens qui sont toujours vivants aujourd'hui grâce à l'évolution de la médecine. Mais dans les années 60, il y a eu une autre médecine complémentaire qui était la médecine du corps-esprit. Donc on a commencé, hein, par exemple, je pense aux travaux des Simonton. Hein, lui, c'était un oncologue, sont des Américains, et elle, sa femme, Stéphanie, était psychologue. Donc, par exemple, ils ont démontré la puissance de l'esprit et la puissance de l'intention. Donc, il y a un petit aspect là-dessus que je développe. Bien sûr, il y a l'aspect vibratoire. Hein. Alors, si tu veux et si vous voulez, hein, je m'adresse donc aux personnes qui me font le plaisir, sinon l'honneur de m'écouter, mais je démontre que les champs d'énergie quantique hein, qui nous enveloppent ont un impact majeur sur notre santé, notre manière de penser, nos conditions de vie et de comprendre le monde d'une manière plus vaste. Alors là aussi, puisque tu l'as cité, je crois que j'ai travaillé avec une vingtaine de nationalités différentes. Donc, quand on travaille avec des Espagnols, des Italiens, des Belges, des Suisses, il y a quelques petites différences culturelles, mais on est, disons, il y a peu de différences. Hein. Mais quand vous travaillez avec des Indiens amazoniens, avec des Maoris de Polynésie centrale, avec des Algonquins et des Inuits du Grand Nord américain, tu comprends que ce sont des structures, ce sont des Martiens. J'ai eu l'occasion de travailler sur un aborigène à Tahiti. Hein, je ne suis jamais allé en Australie, mais les aborigènes, c'est des Martiens. Ils ne pensent pas comme nous, ils ne sont pas structurés comme nous. Et pourtant, il y a une structure vibratoire. Hein, et parfois, il y a des problématiques qui proviennent de cette structure vibratoire. Hein. Hein, par exemple, je peux donner un exemple très rapide. C'est une adolescente qui a 16 ou 17 ans, qui a des douleurs terribles dans les pieds. Elle faisait de la course à pied, elle était bien avancée hein, dans le classement de son lycée, elle était première, seconde, troisième, première, etc. Et un jour, en l'espace de quelques mois, ça a été terminé. Quoi. Alors donc, bien sûr, rhumato, médecin, ensuite un psy, peut-être c'était des phénomènes mentaux, etc. Rien. Donc, elle commençait à ne plus marcher. Et comme par hasard, avec Liliane, mon épouse, on était de passage à Tahiti parce que je suis allé au moins une quinzaine de fois à Tahiti. Donc, j'ai rencontré aussi bien, si vous voulez, la communauté française, des Français qui sont nés là-bas ou des expatriés, hein, et puis, bien sûr, la communauté tahitienne. Donc, c'était remarquable pour moi. Et donc, en fait, dans la partie supérieure de son éthérique, mais ça je l'ai pas dit à l'adolescente parce que voilà, mais je l'ai dit à la maman, j'ai vu une fille au Moyen Âge, quelqu'un, si vous voulez, où on brisait les pieds. Et donc, je me suis dit, mais est-ce que je peux brûler cette information? Et donc, je dis simplement, oh, je vais nettoyer, tu sais, là, c'est comme une radiation qui existe. Alors, la gamine, elle dit, ah oui, je sais, les animaux, ils ont ça aussi, etc. Hein, on est encore dans des cultures traditionnelles, mais en fait, elle a récupéré en l'espace de 15 jours. Hein. Donc, si vous voulez, et si tu veux, parfois, on tombe sur des cultures qui n'ont rien à voir avec des phénomènes de réincarnation, des phénomènes intra-utérins, des phénomènes de petite enfance, ou alors des réseaux qui sont inscrits dans ces enveloppes d'énergie. Et donc, euh, pour revenir au livre, comment l'ouvrage il a germé dans mon esprit, hein, parce qu'il s'est construit peu à peu. Il a pris racine, en fait, dès la fin des années 70, hein, à travers une série d'événements fortuits, hein, dont j'ai parlé dans certaines parutions précédentes, mais il aborde surtout
cette nouvelle réalité scientifique, mais aussi une vérité mystique sur ces 40 ans et puis des dizaines de milliers de personnes à travers le monde. Mais j'ai aussi rencontré des représentants des peuples racines, hein, les peuples premiers, hein, ou des chamans des hémisphères nord et sud. Donc j'ai rencontré des structures de pensée différentes qui remontent au paléolithique supérieur, c'est-à-dire il y a quelques 10 ou 15 000 ans. Mais j'ai aussi fait la connaissance de scientifiques qui ne pensent pas, qui ne pensent non seulement à ce que le monde sera demain, mais à ce qu'il sera après-demain. Mais je le dis, je le redis, à l'origine de la physique quantique, c'est l'esprit chamanique. Et je l'ai aussi dit, les premiers physiciens de l'histoire ont été les chamans du paléolithique supérieur, ont été des leaders cérémoniels des peuples racines. Ils étaient dotés de détecteurs sensibles qui leur permettaient de sentir l'énergie des plantes, l'énergie de la nature, l'énergie de l'univers, etc., etc. Et donc, dès la fin des années 70, je te laisse poser une question, mais j'ai rencontré des représentants de la tradition chamanique amérindienne. À l'époque, on ne parlait pas de chamanisme. Et puis des représentants des traditions du monde entier. Par exemple, j'ai un ami qui est le pagé de sa tribu. Un pagé, c'est le chef cérémoniel. On est en Amazonie. Hein, il s'appelle Tigna et c'est le chef des Fulnio, qui est une petite tribu de 1500 membres. Mais tu parles avec Tigna, c'est on est ailleurs, on n'est plus dans le contexte de la réflexion occidentale ou même parallèle ou spirituelle. Et il me dit, tu sais ce qui vous rend fou, enfin traduit, hein, parce que moi je ne parle pas le fulnio, tu sais ce qui vous rend fou, eh bien ce sont vos montres. Hein. Parce Ah, que les traditionnels n'ont pas la perception normale du temps. Quoi. Ça, c'est une autre histoire. Mais si tu veux, leur rituel, leur prière de remerciement, leur vision de la maladie et de la guérison m'ont fortement impressionné parce que leur approche hein, colle étrangement au formalisme quantique. Hein. Voilà. et justement, tu sais, on parle souvent de médecine quantique. Est-ce que pour les personnes qui ne sont pas encore très habituées à tout ce vocabulaire, est-ce que tu pourrais donner ta définition à toi de ce qu'est la médecine quantique ou la physique quantique? Je sais que c'est un vaste sujet, mais pour un peu démocratiser et que les gens puissent avoir un petit peu des conseils. Bon, alors je synthétise, mais il me faut 3 minutes. Ouais, je sais bien. Vas-y, vas-y. Alors, alors si tu veux, on va dire la physique moderne, hein, la science, elle a commencé à une époque qu'on appelle la révolution industrielle et scientifique à peu près au XVIIe siècle. On arrive à la fin du XIXe siècle. On avait commencé à comprendre beaucoup de choses, à expliquer beaucoup de choses avec l'évolution de la physique de l'époque, des mathématiques, de la chimie, de la médecine aussi, etc., etc. Et puis en 1897, il y a eu un physicien allemand qui s'appelait Max Planck. Et Planck avait observé le refroidissement d'un corps de référence qu'on appelle le corps noir. En science, le corps noir, c'est un corps qui absorbe de la lumière mais qui n'en émet pas. Bref, imagine le refroidissement d'une casserole ou d'une barre de fer chauffée au rouge. Donc, jusqu'à l'époque, les physiciens pensaient qu'il y avait un refroidissement constant. Hein, tu descends en température. Hein. Mais en fait, Planck a, a, a compris, enfin, il a démontré que ce refroidissement se faisait sous forme de pic d'énergie. C'est-à-dire que le refroidissement se faisait en libérant une énergie. Et ces pics d'énergie, il les a appelés quanta, quantum en anglais. Le terme a été utilisé pour la première fois. Et des années plus tard, enfin une dizaine d'années plus tard, eh bien, on a compris que ces pics d'énergie, c'était des photons. Alors, pour être encore très simple, il y a un formalisme, il y a un probabilisme quantique qui est très particulier. Par exemple, c'est la physique de l'infiniment petit. Mais la science de l'époque ne pouvait pas expliquer la physique des particules.
comment elles correspondent entre elles, comment elles se lient, comment elles se transforment. Et donc, on a commencé à soupçonner que sous le visible, il y avait ce qu'on appelle le tissu sous-jacent de l'univers. Et donc, ce que la physique dite quantique, la physique des quantas, essaie d'expliquer, c'est que finalement, tout ce que nous voyons, c'est un extraordinaire et fantastique, enfin une extraordinaire et fantastique mer d'énergie. Donc, il y a des aspects quantiques compréhensible, mais il faut savoir qu'il y a aussi un formalisme mathématique extrêmement complexe. Bon, voilà. Ouais, mais Donc, mais si tu veux, c'est par exemple, la physique quantique va expliquer le phénomène de la prière, le phénomène de la guérison à distance, le lien qu'il y a entre deux particules séparées. Si tu changes les paramètres d'une particule, l'autre particule va instantanément changer les mêmes paramètres. En science, ça s'appelle l'intrication quantique. Et donc, si tu veux, l'apport du formalisme et du probabilisme quantique va énormément aider, si tu veux, cette compréhension dite vibratoire de l'être humain. Hein, quand les gens disent «Oh, c'est des trucs un peu barrés, c'est…» Non, 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 non. tu as vraiment ce côté Laissez-moi scientifique. Voilà, laissez-moi quelques minutes et je vous explique voilà. comment ça se passe. Hein. Et c'est ça qui est vraiment bien dans ton livre parce que ça, tu l'expliques vraiment bien et ça montre cette révolution. J'aime bien le titre, Révolution de la médecine vibratoire. Je veux vraiment dire aussi pour tous les gens qui nous regardent que c'est une médecine qui est complémentaire, c'est qu'on n'annule pas l'autre médecine et ça c'est important de le dire aussi. Surtout, surtout, hein, voilà. Donc, on parle de médecine complémentaire. Alors, pour parler de ce chapitre, hein, une fois encore, hein, les années passent. Hein. Donc, je n'ai jamais vu quelqu'un qui avait une structure vibratoire euh, euh, à peu près en bon état, on va dire ça comme ça, et qui dit je suis fatigué, je vais pas bien, je me traîne. À l'inverse, quelqu'un qui a une mauvaise structure vibratoire va dire ben globalement je vais pas mal, j'ai de la créativité, j'ai la pêche, etc. Les deux vont de pair. La structure vibratoire, elle influence complètement, si tu veux, notre manière de penser, notre manière de vivre, notre créativité, les idées que nous pouvons avoir, et puis notre santé et par extension notre longévité. Tout à fait. Et si il y a un chapitre aussi sur l'épigénétique. Tu vois, voilà, c'est comment justement cette énergie qui va influencer notre génome. C'est vrai, tu vois, c'est tout ça, c'est des termes que les gens ils entendent comme ça, mais ils n'ont pas des définitions, je trouve, assez claires. Donc, je te demande des définitions aujourd'hui. En fait, mais je trouve que ce qui est simple, en fait, ce qui est important, et c'est ça, tu as vraiment cette simplicité de pouvoir expliquer des choses un peu compliquées, de les remettre simples, et bien ça permet de mieux comprendre et de mieux s'approprier des outils aussi. Alors, je vous fais un cours de génétique. Alors, ça commence dans les années 50, hein, je ne sais plus exactement quelle année, je crois 1957. Il va y avoir deux chercheurs, hein, deux scientifiques, hein, Watson et Crick, qui vont donc développer, qui vont comprendre comment notre génome est fait, c'est-à-dire c'est l'ADN. Mais notre génome, donc, il est composé de gènes. Et donc, il va y avoir la naissance de la génétique dans les années 60. Et donc, la génétique va expliquer que c'est la structure de nos gènes qui va influencer notre état de santé, notre chimie interne, notre activité neuronale, etc., etc. Et puis, une fois encore, notre santé. Dans les années 90, il y a un, alors donc, si tu veux, la génétique, elle est très déterministe. Hein. Le déterminisme en science, en gros, et pour être simple, eh ben, c'est comme ça et c'est pas autrement. Hein. C'est-à-dire que t'as pas le choix, quoi. Hein. Mais hein, c'est un peu le problème de la physique classique et de la physique quantique. Physique classique, c'est comme ça. La physique quantique, c'est pourquoi pas. Voilà, tu vois, on Ah, c'est réfléchit bien. Ah, différemment. c'est des Hein. nuances. Hein, enfin, en anglais, dit why not, hein, pourquoi Voilà. pas.
Hein. Et là, Et donc, si tu veux, la génétique va dire, par exemple, si tu as le gène XY52, eh bien, qui est par exemple le gène du cancer du poumon, même si tu fais de la montagne, même si tu fais de la barappe, même si tu n'as jamais fumé, ou alors un petit peu quand tu étais adolescente, si ce gène il est actif, eh bien, la personne risque d'avoir le cancer du poumon, hein, etc. Maintenant, quand on a terminé le séquençage de notre génome, c'est-à-dire de nos gènes, on a donc compris une chose importante. La génétique l'avait déjà compris avant, c'est que sur l'ensemble de nos gènes, il y a que 2% qui sont actifs, et puis le reste, voilà, les biologistes moléculaires qui sont des poètes l'ont appelé de l'ADN poubelle, hein, c'est-à-dire junk DNA. Donc, c'est pas exactement de l'ADN poubelle, c'est-à-dire qu'ils pensaient que ça servait à rien. Mais les 2% qui sont actifs, ça veut dire que il y a des gènes qui peuvent être ouverts ou fermés. Ce qui est dangereux, c'est lorsque le gène est ouvert. S'il reste fermé, rien va se produire, mais il y a quand même un risque. Et donc, à partir de 2005, les biologistes ont commencé à réfléchir différemment et en 2012, eh bien, est née l'épigénétique. Et donc, l'épigénétique va permettre d'expliquer que il va y avoir 5 facteurs qui participent, on va dire, à la bonne santé de notre génome, c'est-à-dire notre manière de penser, notre environnement, notre manière de se nourrir, et puis aussi notre environnement vibratoire. Donc, si il y a, alors, ça veut dire aussi qu'il y a des gènes de pathologie, et il y a des gènes de santé et de longévité. Maintenant, écoutez bien, si vous savez vous mettre en cohérence cardiaque, et si vous dites, je respire à travers mon cœur, la fermeture de mes gènes de pathologie, je respire à travers mon cœur l'ouverture de mes gènes de santé et de longévité, eh bien, vous rentrez dans la puissance de l'intention. Alors, on guérit pas comme ça non plus, mais si vous voulez vraiment, vous êtes un participant actif de la conservation ou du retour vers la santé. Et puisque si vous voulez, parce que dans le passage sur la génétique et l'épigénétique, j'ai lu les travaux d'un professeur de Harvard qui s'appelle le professeur Sinclair. Mais que dit le professeur Sinclair? Nous avons une espérance de vie, tenez-vous bien, de 113 ans. Donc, il y a des gens à qui j'ai dit, tu vas travailler avec la puissance de ton cœur, hein, ou de ton mental, hein, si tu veux, et tu vas penser cap 113, cap 113, cap 113, tu vois. Donc, il y a des tas de petites astuces comme ça qui nous permettent de mieux vivre et de mieux comprendre quelle est notre place en tant que système intelligent, en tant qu'être humain, dans cet extraordinaire théâtre qu'on appelle l'univers. merci. Franchement, je pense que tu as vraiment pu éclairer les personnes, parce que c'est toujours des termes un peu sur tout ça. Là, c'était clair et tout. Et alors, dans ton livre, il y a une phrase, c'est pour rebondir toujours sur ce fait de vivre en harmonie, en équilibre. Tu dis walk in beauty. Walk in Beauty, oui, oui, Walk in Beauty, en fait, euh, j'ai commencé par l'origine, en fait, de tout ça, qui est l'esprit de la médecine chamanique. Et donc, lorsque je vivais aux États-Unis, je suis allé plusieurs fois dans le sud-ouest américain. Et c'est vrai que vous savez, c'est ces paysages de western, c'est le désert, vous avez les sagamores, c'est-à-dire les cactus géants, mais si vous voulez, c'est le lieu de vie d'un grand nombre de créatures, que ce soit des créatures humaines, animales et ou végétales. Et donc, les Navajos, leur habitation traditionnelle s'appelle le Hogan. Mais le Hogan, c'est à la fois le lieu de vie,
d'un grand nombre de créatures et c'est aussi un lieu de création. Hein, si vous voulez, ça, tu sais, ça ressemble un petit peu à un igloo, mais Attends, j'ai c'est la fait. photo. Alors, est-ce qu'on va voir? Ah oui, voilà. Oui, oui. Alors voilà, parfait. Voilà. Comme ça, je Ah, peux dire qu'à la fin du livre, il y a vraiment aussi des illustrations oui, en oui, il y a des encarts. euh, Moi, je remercie encore mon éditeur hein, parce que annuel. voilà, hein, au niveau commercial, le prix est resté le même parce qu'avec un encart couleur, ben voilà, hein, le prix n'est plus le même et donc il a gardé quoi. Mais j'ai voulu montrer, si vous voulez, le Hogan et qui ressemble donc, si vous voulez, un peu à un igloo. Hein, c'est en argile qu'on appelle de l'adobe. Et donc, mais à l'intérieur, ils vont faire ce qu'ils appellent des peintures sur sable. Et donc, bon, si, le terme exact, hein, enfin en langue navajo, c'est peinture sèche. Hein. Donc, on va représenter, par exemple, des représentations de l'univers ou du monde stellaire. Hein. Donc le malade, le ou la malade est allongé donc sur la peinture sur sable et donc il y a tout un rituel qui peut parfois durer plusieurs jours. Mais ce que j'ai trouvé d'extraordinaire et c'est vraiment le symbolisme originel de la cérémonie Navajo, c'est que la personne enfin dans leur vision, c'est l'univers, les étoiles sont nées dans le Hogan les humains, les animaux et les végétaux sont nés dans le Hogan. Donc c'est le lieu de vie de la création. C'est-à-dire que le ou la malade, enfin la personne, elle va être plongée dans les forces créatrices qui ont permis la manifestation de l'univers physique. C'est-à-dire que symboliquement, la personne, elle remonte au moment du Big Bang, tu vois. Et ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. Donc, en 1986, hein, bah, l'année du fameux symposium, il y a, je crois que c'est le département d'anthropologie de l'université de Phoenix en Arizona, ont créé un cercle d'études interculturelles parce qu'ils avaient, par exemple, il y avait des cancéreux qui arrivaient au bout des traitements et qui étaient à moitié mourants, qui se sont traînés dans la réserve Navajo, qui ont participé à des rituels, et certains sont revenus guéris, ou certains sont revenus avec une amélioration au bout de un mois ou deux qui était incompréhensible par la médecine conventionnelle. Donc les autres se sont dit, mais qu'est-ce qu'ils font exactement? Et donc ils se sont réunis pour essayer de comprendre ce qui se passe. Mais je connaissais bien les travaux d'un physicien qui est un membre de l'Académie des sciences de physique américaine, qui s'appelle Heinz Pagels. Et Pagels, avec d'autres théoriciens, euh, tu sais, l'univers, c'est quelque chose de parfait. C'est quelque chose, si tu veux, en termes scientifiques, on dit que l'univers est élégant, tu vois. Et donc, si tu veux, ces théoriciens dont Pagels fait partie se sont demandé si juste avant le Big Bang, il n'y avait pas un code cosmique hein, qui était parfait et qui a permis l'étincelle originelle avec la perfection de l'univers qui peu à peu s'est organisé. Et donc je me suis dit, mais finalement, dans les rituels Navajo, est-ce qu'ils ne remontent pas au code cosmique originel? Parce que là, tu rentres dans la perfection de l'univers. Donc, tu peux aussi faire quelque chose d'autre, Nathalie. Je respire à travers mon cœur la perfection du code cosmique originel. Parce que nous sommes, nous, êtres humains, des systèmes informationnels complexes qui vivons dans un gigantesque système informationnel complexe qu'on appelle notre univers. Ah, merci, parce qu'effectivement, ça permet avec ce pouvoir de l'intention, de mettre une phrase, là, tu nous donnes des super clés. Merci beaucoup. On pourrait en parler pendant des heures hein, de ton livre, mais ce qui est bien, c'est que justement, vous aurez tout dedans. Mais j'ai un dernier chapitre, parce que, en fait, on est en Bretagne, et tu nous fais, il y a un chapitre aussi sur, ces hauts lieux cosmotelluriques qui entretiennent aussi ces relations étroites avec des minéraux. Et moi, je suis en Bretagne, je suis pas très loin de Carnac, les menhirs, les mégalithes. Ah ben voilà, tu as aussi. Il y a vraiment pour les Voilà.
personne, c'est une citrine, c'est? Ça, c'est une citrine naturelle, hein. C'est une pièce magnifique, hein, tu vois. Elle est assez grosse, hein, hein. Ou alors, vous Ah, avez, qu'est-ce que si tu as tu veux, demandé? par exemple, un quartz, hein. Mhm. Alors, lui aussi, c'est une très, très belle pièce, hein. Il est transparent, enfin, il est quasiment pur, avec des petites, si tu veux, qu'on appelle des arco-iris, hein. Et donc, dans la tradition, on dit que c'est l'empreinte, hein, des anciens enseignants du cristal en Atlantide, hein, tu vois. D'accord. Hein. Et alors, qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à, tu vois, tu dis que c'est une sorte d'acupuncture de la terre, d'avoir ces menhirs, ces mégalithes. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire dessus? Et tout d'abord, voilà, hein, je suis bien sûr, hein, je suis allé en Bretagne. Il y a aussi des endroits sur la planète, par exemple à Malte, hein, vous avez des sites mégalithiques absolument incroyables, qui sont antérieurs, hein, aux sites bretons. Donc je picote un peu les amis bretons. Je leur dis, mais si vous allez à Malte, hein, si vous voyez les sites mégalithiques maltais, mais vous pleurez, quoi, parce que mais c'est incroyable, hein, si tu veux. Mais un site mégalithique, c'est un lien entre l'énergie de la Terre profonde et l'énergie des étoiles. Alors, bien sûr, hein, on va dire, ça vibre, c'est une énergie particulière, il y a une fréquence, et c'est vrai, hein, si tu veux que nos corps d'énergie montent graduellement en fréquence avec la fréquence d'un lieu tellurique. Mais j'ai aussi expliqué autre chose, ce n'est pas uniquement la fréquence, hein, ou on va dire le magnétisme du lieu qui change, mais le temps change, le temps se modifie. Hein, c'est-à-dire que, si tu veux, pour parler de temps, le temps reste une énigme. Hein, les physiciens, les scientifiques ont expliqué des tas de choses sur ce qu'est le temps, mais en valeur absolue, on ne sait pas réellement ce que c'est. Est-ce que nous sommes fixes avec des particules temporelles qui nous traversent et qui nous font vieillir, ou est-ce que nous marchons dans le temps comme tu marches dans l'espace, hein, par exemple pour aller de ton divan vers la porte de ton salon, tu te déplaces dans l'espace, et là en fait nous marchons dans le temps, et le fait de marcher dans le temps, bon, si tu veux, les particules du temps hypothétique, hein, qu'on appelle le chronon, eh bien, si tu veux, nous fait vieillir. Mais lorsque nous sommes sur un lieu dit sacré, lorsque nous sommes sur un lieu, si tu veux, où l'énergie est différente, eh bien, le temps lui-même est différent. Donc, qu'est-ce que j'ai essayé de faire? C'était de voir s'il était possible de créer des structures relativement simples, que j'ai appelées des cryptes minérales, mais qui ralentissent le temps. Hein. Ouais, non, c'est vrai que, bah, comme tu dis, effectivement, d'aller dans ces lieux, moi, c'est le plus près, Carnac, donc c'est bien d'y aller. Oui, De oui, oui, sentir, en fait, oui. voilà, si vous, en fait, c'est juste d'y aller et d'être en conscience et de juste de laisser faire. Et après, il y a des gens qui vont rien ressentir, d'autres qui vont ressentir des choses. On est tous différents, mais c'est surtout avec l'intention dans laquelle vous y allez. Mais ça fait vraiment un moment de pause. Moi, avec l'habitude, je sais que ça me permet de me recharger. Mais voilà, donc c'est pour les Bretons, c'était le petit clin d'œil. Oui, oui. Mais si tu veux, j'explique aussi, hein, que nous sommes des interrupteurs. Hein. C'est-à-dire, tu sais, puisque nous sommes en Bretagne, avec mon épouse, on a suivi les enseignements, parce qu'il y a eu un certain nombre d'autres enseignements pour essayer de comprendre tous ces phénomènes. Mais on a suivi pendant presque 10 ans une druidesse qui s'appelait, hein, parce elle est partie maintenant de l'autre côté, qui s'appelait Maïsou le Dantec. Et Maïsou le Dantec, c'était l'épouse de Gwenllan le Squeezec, qui était le grand druide de Bretagne, intronisé par le Gorsedd anglais, qui est l'autorité druidique anglaise. Mais Maïsou, c'était une barde, c'était une druidesse conteuse, et donc à travers la magie du conte, elle t'emmenait vers l'autre monde. Donc, une année d'équinoxe, en juin, on est à Paimpont, dans Brocéliande, on est une dizaine, il est 10h, 10h30, enfin encore vaguement clair, mais bon,
on est dans le bois, et donc elle raconte des trucs à dormir debout, personne ne comprend rien, quoi. Un chevalier qui a une armure de lilas, qui a un frère qui est nain, c'est un nain forgeron qui a un chien fort comme son chien. Enfin bon, on est là, alors on écoute tout ça, et tout à coup, je sens, euh, je sens la terre respirer, je la sens, quoi. Et je vois une espèce de fluorescence, si tu veux, enfin, des arbres et des buissons alentour, hein. Et je dis, alors excusez-moi l'expression, hein, je dis à Liliane, mon épouse, je dis, bon, voilà, elle nous a embarqués. À travers la magie du conte, hein, elle avait commencé à nous embarquer. Donc, si tu veux, cette possibilité-là, je crois qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui a quasiment disparu, parce que Maïso, c'était l'une des dernières. Et Maïsou, c'était aussi une psychanalyste, hein. Elle avait une maîtrise de psychopathologie de l'université de Rennes. Et elle a écrit un livre, je crois qu'on peut toujours trouver sur Amazon ou sur un site quelconque, qui s'appelle La porte est en dedans. Ah bah merci, merci pour ces précisions et je pense qu'effectivement Voilà. ça résonnera aux personnes en tout cas qui ont envie d'aller plus loin. Mais merci pour cette belle histoire bretonne vu que c'est en Bretagne. Et tu vois, par exemple, tu prends une clairière, hein. La clairière, elle est endormie. Euh, tu arrives dans cette clairière avec un esprit sacré, eh bien la clairière va commencer à s'activer, tu vois. Donc, cette clairière qui était endormie va devenir un éméton, c'est-à-dire une clairière druidique. Tu vas dans un temple égyptien, euh, tu es une bonne personne, tu regardes un petit peu les pigments, ce qui reste des peintures, tu marches dans l'allée centrale, la salle hypostyle, hein, en termes plus exacts, hein. Mais si tu as un esprit sacré, toutes les énergies de l'Égypte ancienne vont se réactiver. Et là, tu vas sentir le souffle d'Isis sur ton visage et la main de Thoth qui caresse tes cheveux. Ah, c'est beau et tu l'expliques bien dans ton livre, hein. C'est vrai que donc c'est pour ça que je vous le remonte. C'est bien pour le voilà, voyez, si vous avez, on a plus le temps l'été de lire. Donc, eh bien, ça va vraiment, parce que ça allie vraiment ce côté théorie, mais surtout pratique avec des exemples concrets et simples, fluides. Ça, c'est vraiment, voilà, c'est pour moi que le livre, c'est un bon livre pour cet été, pour les gens qui ont envie d'aller plus loin dans ces thérapies. Oui, c'était important pour moi aussi de proposer quelques exercices, hein. Vous pouvez, si vous avez le son de cohérence cardiaque, vous l'utilisez. Si vous pouvez mettre une musique un petit peu, on va dire, planante, hein, vous voyez, vous la mettez. Vous pouvez même vous enregistrer avec un fond musical en arrière-plan, hein. Vous fabriquez votre propre CD ou MP3 de relaxation, d'expansion. Donc, il y a une dizaine d'exercices, quoi, hein. Ouais, Euh, et ce qui est bien, et voilà, vous pouvez les faire, les refaire. Moi, j'ai testé et c'est vrai que c'est assez simple et on ressent des bienfaits. Après, je vous laisse vraiment y aller, de pouvoir vraiment le lire, mais tranquillement, et puis de prendre un chapitre. Mais en fait, je l'ai pas pris tout dans l'ordre non plus, hein. Je peux aller d'un chapitre à un autre. En fait, j'utilise oui, 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 oui. c'est vraiment c'est aussi cette chaîne, c'est d'utiliser l'intuition. Et après, voilà, c'est de se dire, et on revient à mon intuition. Aujourd'hui, quel chapitre j'ai envie de lire? Et on y va dedans. Il y a l'exercice pratique. Et puis après, on peut faire un autre, mais sachant qu'il y a vraiment toute cette continuité. Donc, et si tu avais. Oui, Oui, vas-y, vas-y. ouais, 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 j'ai voulu expliquer un certain nombre de phénomènes, hein. Pourquoi on arrive à faire disparaître des objets physiques. Alors bon, les gens qui connaissent vont dire, oh, mais les Philippins font la même chose, mais j'ai vu des choses vraiment, si vous voulez, à notre niveau, hein. Pourquoi quelqu'un qui a un fibrome de 11 centimètres, c'est quand même important, tout à coup, 5 jours après, il n'y a plus rien. Donc, si vous voulez, dans mon esprit, tu sais, dans les années 80, hein, c'était pas uniquement, on va dire, de l'égocentrisme, mais je disais, j'aimerais bien faire des miracles, hein, et j'aimerais bien en faire plusieurs, hein. Parce que c'était pas uniquement, je disais, parce que si j'arrive à comprendre comment on fait des miracles, je peux l'enseigner à d'autres, hein.
parce que je suis imprégné aussi de la tradition védique et puis du bouddhisme. Qu'est-ce qu'on dit dans le bouddhisme? Ce que je fais, ce n'est pas uniquement pour moi, mais c'est pour le bien de tous les êtres, hein. Et je crois vraiment que cet esprit, désolé, cet esprit, j'ai essayé de le vivre et de le pratiquer et de le transmettre, hein, à travers mes ouvrages, et puis aussi à travers ce que je suis. Tu sais, je suis rentré du pays Qatar, hein, il y a quelques jours, hein. Et donc les Qatars, ils avaient une cérémonie qui s'appelle le Consolamentum. Consolamentum, c'est la consolation, hein, c'est le baptême Qatar, hein, qui était administré à quelqu'un qui devenait un parfait ou une parfaite, ou alors au moment de la mort de quelqu'un. Mais il y a une cérémonie beaucoup moins connue qui m'a beaucoup interpellé, qui s'appelle le Melorament. Melorament, ça veut dire, enfin, en latin français, l'amélioration. Mais c'est une petite cérémonie qui nous permet de devenir meilleurs. Et je crois que ce que nous appelons la spiritualité, ce que nous appelons la conservation de la santé, avoir de l'empathie, être un bon être humain, c'est simplement être meilleur soi-même. Je pense que tu as tout dit. Merci beaucoup pour ce bel échange. On peut te retrouver aussi, hein, tu as un site internet, on peut mettre drouot.p.com et là, comme ça, il y a toute ton actualité parce que je crois que tu fais aussi encore des conférences, des stages, de Ah, des moins comptes. en moins, je sais, mais tu en fais encore un petit peu. Ouais, ouais. Je voulais simplement terminer, hein, parce que pour moi c'est important. Je crois que l'approche d'une vision vibratoire de l'être humain et de l'univers donne un nouvel élan à notre humanité et se caractérise par l'éclosion de nouveaux systèmes de valeurs altruistes, hein. Ce dont nous avons besoin dans un monde qui se cherche encore, hein, eh bien, c'est c'est de nouvelles manières de penser, parce que de nombreuses personnes, par leur besoin d'une mutation majeure vers une société plus riche de paix, de fraternité, d'harmonie, posent les bases de cette nouvelle perception. Et donc, au fil des années, j'ai créé un partenariat avec les champs d'énergie qui entourent l'être humain. Il s'agit pour moi, hein, et ce que j'essaie de faire passer, ce sont des structures intelligentes, hein. C'est-à-dire, c'est pas uniquement, si tu veux, comme on va dire un champ électromagnétique ou un champ magnétique généré par un aimant. Ce sont des structures intelligentes d'une incroyable douceur et d'une remarquable profondeur. C'est la raison pour laquelle je vais dire, raconte-moi, qu'est-ce que tu peux me dire? Tu vois, donc il y a des moments où je dis, tiens, il confirme ou il confirme pas, parce qu'on parle de santé, mais on peut aussi parler de projet. J'ai fait l'accompagnement de projets importants, mais le projet ou votre projet, hein, que ce soit la vente d'une maison, l'achat d'une maison, que ce soit l'écriture d'un livre, que ce soit un projet managérial, une start-up, par exemple, eh bien, ce projet, il est inscrit dans l'éthérique. Et donc, selon la hauteur où se trouve ce réseau, on sait si ça va se faire, mal se faire, pas se faire, si ça a un bon coup ou un mauvais coup. Mais nous avons en nous, et je termine là, chère Nathalie, et je te remercie encore, nous avons en nous et tout autour de nous des alliés subtils d'une intelligence profonde qui nous permet de passer de notre niveau actuel de compréhension vers un degré de complexité plus élevé. Et nous devenons à ce moment-là des clairs voyants dans la nuit suprahumaine. Et ça a été mon vœu le plus cher et l'objectif de la révolution de la médecine vibratoire. Merci beaucoup, Patrick. C'est vraiment, tu as fait la synthèse. J'allais te demander ton dernier message. Là, tu viens vraiment de nous le donner. Et là, ce que je peux ressentir, c'est vraiment toute ton expérience, toutes ces rencontres, tout ce que tu as vécu, parce que
C'est ça qui t'anime et qui fait que tu peux retransmettre et que tu as été chercher le pourquoi du comment et maintenant bah, c'est que de la beauté de nous donner ces cadeaux et j'ai envie de dire maintenant c'est à chacun aussi de faire son chemin, C'est d'aller vrai. vers justement ce qui est important, ses valeurs, ces choses pour et bien aussi accomplir comme tu disais bah, des projets. On n'a pas pu traiter tous les sujets, c'est pour ça que c'est important de le lire parce qu'on aurait pu parler de différents corps, d'énergie et tout, mais ça ce qui est bien Rôle, vie antérieure ou syndrome transgénérationnel, donc c'est pour ça. Et ouais, j'aime bien en plus cette image avec, vous voyez, cette boule d'énergie, vous voyez, qui est dans la main et qui rayonne et toutes ces petites étoiles. Donc ça fait du bien. Ouais, mon éditeur m'a fait une faveur, hein, parce que généralement, les couvertures de livres, ce sont les éditeurs, hein, l'auteur, bon voilà, il suit un petit peu, mais Guy Daniel, hein, que je remercie encore aujourd'hui, m'a dit, est-ce que tu as une idée pour la couverture de ton livre? Et donc en fait, si tu veux, j'ai voulu cette main et cette boule avec tous les réseaux interconnectés, hein, parce que nous sommes des systèmes interconnectés entre nous et l'univers, hein, et c'est ce que cette boule, elle représente. Donc c'est bien de nous donner la signification, vraiment cette interconnexion. En tout cas, encore merci pour ce bel échange. J'ai eu beaucoup de plaisir. Et comme je le disais en introduction, en fait, tu as un peu bercé mon enfance parce que j'écoutais tes CD en fait grâce à mes parents. Et là, bah, de pouvoir t'interviewer aujourd'hui, eh bien, c'est un grand plaisir et une grande joie. En tout cas, merci pour ce que tu fais. Un bel été à tout le monde. Merci beaucoup. Merci, merci Nathalie, merci à tout le monde. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission Booster votre énergie. À bientôt.